Sa main a frappé ma nuque. Mes lunettes ont éclaté, je suis tombé 20 marches, le goût métallique du sang sur la langue. Trahison familiale, 45 ans de confiance réduits en cendres, 385 000 cachets et un studio à Nice. Mais il ignore ce que je sais. La main de Jérôme frappa ma nuque avec la précision d'un boucher. Mon corps bascula dans l'escalier étroit de mon immeuble haussmannien, mes 73 ans ricochant contre les marches de pierre froide comme un sac de farine jeté du 4e étage. Mes lunettes explosèrent en 1000 éclats sur le carrelage noir et blanc du hall d'entrée. Le goût du sang envahit ma bouche. Ma hanche gauche hurla de douleur. Mais quand j'entendis son souffle près de mon oreille et ses mots glacés, « Maintenant, c'est trop tard », je compris que ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et moi, Marguerite Dubois, 73 ans, ancienne pâtissière du 2e arrondissement de Lyon, j'étais sa cible. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette ville ne pouvait imaginer, c'est que j'avais 385 000 cachets dans 3 comptes différents, plus un petit studio à Nice dont même ma fille Élodie ignorait l'existence. Et maintenant, grimpée dans cet escalier qui avait failli devenir ma tombe, j'allais détruire la vie de l'homme qui avait essayé de détruire la mienne. Je suis tellement heureuse que vous soyez là pour écouter mon histoire. Voyez-vous, quand j'ai décidé de la raconter, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi avez vécu quelque chose de similaire en famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de se défendre, laissez un like à cette vidéo. Pendant que je raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait énormément. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai ouvert les yeux dans cette ambulance. L'odeur de désinfectant me ramena à la réalité. J'étais allongée sur une civière, une couverture rêche remontée jusqu'au menton, tandis que Lyon défilait derrière les vitres de l'ambulance comme un film au ralenti. L'ambulancier, un homme d'une 40aine d'années aux mains douces, vérifiait ma tension artérielle avec la concentration d'un horloger. « Madame Dubois, vous m'entendez ?» demanda-t-il avec cette gentillesse professionnelle que j'avais appris à reconnaître au fil des décennies. « Vous avez fait une chute dans votre escalier. Votre gendre nous a appelés. Mon gendre. Jérôme. L'homme qui venait de tenter de me tuer. Je gardais les yeux mi-clos, feignant encore l'étourdissement, mais mon esprit fonctionnait avec la clarté du sucre cristallisé. 45 années passées à mesurer, peser, chronométrer chaque geste dans ma pâtisserie m'avaient enseigné la patience et la précision. 2 qualités qui allaient m'être très utiles. « Elle va bien ?» La voix de Jérôme, tremblante de fausse inquiétude, filtrait depuis l'avant de l'ambulance. « Ma belle-mère, elle a glissé si soudainement. J'ai essayé de la rattraper, mais... » Menteur. Menteur aux dents blanches et aux mains manucurées qui sentaient encore mon parfum Chanel No. 5, celui qu'il m'avait offert pour Noël avec mon propre argent subtilisé de mon porte-monnaie. 43 ans de mariage avec Henri, mon défunt époux, m'avaient appris à reconnaître la sincérité. Et là, dans cette voix mielleuse, je n'entendais que le venin de l'avarice. À l'hôpital de la Croix-Rousse, le docteur Laurent, un homme que je connaissais depuis 20 ans, depuis l'époque où je préparais ses gâteaux d'anniversaire pour ses enfants, examina mes blessures avec une attention particulière. Ses yeux noisettes, cachés derrière des lunettes aux montures métalliques, trahissaient une inquiétude qui dépassait le simple diagnostic médical. « Marguerite » murmura-t-il en français, s'assurant que Jérôme, resté dans le couloir, ne pouvait pas l'entendre. « Ces ecchymoses sur votre nuque, elles ne correspondent pas à une chute accidentelle. On dirait plutôt un coup porté de haut en bas, complétai-je dans un souffle, ma voix retrouvant enfin sa fermeté. « Docteur Laurent, j'ai besoin de votre aide, et j'ai besoin que vous documentiez tout. » Ses sourcils se froncèrent. En 30 ans de médecine, il avait vu suffisamment de cas pour comprendre immédiatement. Il prit des photos des hématomes, nota l'angle impossible de certaines blessures pour une chute normale, et me tendit une carte. « Voici le numéro direct de la capitaine Moreau, à la gendarmerie. C'est une femme de confiance. Dites-lui que vous venez de ma part. » 3 jours plus tard, installé dans le bureau austère de la gendarmerie, face à la capitaine Nadège Moreau, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains, tirés en chignon sévère et aux yeux bleus perçants, je racontais mon histoire, chaque détail, chaque soupçon, chaque petite manipulation financière que j'avais remarquée au cours des derniers mois. « Madame Dubois, » dit-elle en ajustant son uniforme impeccable, « nous allons prendre cette affaire très au sérieux.
Mais pour construire un dossier solide, nous avons besoin de preuves. Êtes-vous prête à collaborer avec nous? Capitaine Moreau, pendant 40 ans, j'ai bâti ma réputation sur la précision. Une pâtisserie ratée, c'est une réputation ruinée. Un mari qui tente de vous tuer, c'est une vie ruinée. Je suis prête à tout pour que justice soit faite. Elle sourit. Un sourire froid et déterminé qui me rappela la surface lisse du glaçage royal quand il commence à durcir. Parfait. Alors nous allons lui tendre un piège qu'il n'oubliera jamais. Le plan était d'une simplicité diabolique. Avec l'autorisation officielle du procureur, nous installâmes un micro miniaturisé dans le plafonnier de ma cuisine et une caméra de surveillance dissimulée dans le cadre d'une photographie de famille, celle où Élodie, ma fille, souriait encore avec innocence avant que l'argent ne corrompe son regard. Je repris ma routine quotidienne avec l'application d'une actrice consommée. Chaque matin, je descendais acheter ma baguette chez M. Ferretti, mon boulanger depuis 15 ans. Je m'arrêtais au marché de la Croix-Rousse pour choisir mes légumes avec le soin minutieux d'une perfectionniste. Je souriais aux voisins, nourrissais les pigeons place Bellecour et rentrais chez moi en faisant tinter mes clés comme si de rien n'était. Mais désormais, chaque geste était calculé, chaque conversation enregistrée, chaque sourire une arme. Le premier piège fonctionna à merveille. J'invitai Élodie et Jérôme pour un déjeuner dominical. Coque au vin aux champignons, gratin dauphinois et ma tarte aux pommes dont il raffolait depuis des années. Pendant que je servais l'apéritif, Jérôme s'éclipsa aux toilettes mais passa d'abord par ma cuisine. Quand je vérifiai plus tard, 50 € avaient disparu de mon porte-monnaie, laissé par négligence sur le plan de travail. Exactement comme je l'avais prévu. La caméra avait tout filmé, ses mains fouillant mon sac, ses yeux scrutant les alentours pour s'assurer qu'il n'était pas observé, et son sourire satisfait quand il glissa les billets dans sa poche de veste. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal arriva une semaine plus tard, quand Jérôme, croyant que j'étais sorti faire mes courses, utilisa son double de mes clés pour fouiller mon appartement. Grâce au micro, j'entendis chaque tiroir qu'il ouvrait, chaque papier qu'il froissait, chaque juron qu'il murmurait en ne trouvant pas mes relevés bancaires. « Où cette vieille conne cache-t-elle son fric ?» grogna-t-il, sa voix transformée par la frustration et la cupidité. Il faut qu'on trouve un moyen de la faire signer, ou de s'en débarrasser pour de bon. S'en débarrasser pour de bon. Les mots résonnèrent dans mes oreilles comme le sifflement d'une bouilloire sur le point d'exploser. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Jérôme ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait ma mort. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. Le dessert de ma vengeance fut servi le dimanche suivant, quand j'organisais ce qui serait notre dernier repas en famille. J'avais préparé un festin digne d'un restaurant étoilé. Velouté de châtaignes à la truffe, magret de canard aux cerises, fromage affiné de chez Laurent Dubois, et pour finir, ma spécialité, un Paris-Brest à la crème pâtissière vanille-rhum qui fondait sur la langue comme un nuage sucré. Pendant que nous dégustions le fromage, je laissais échapper, avec la candeur feinte d'une vieille dame un peu perdue. Au fait, j'ai rendez-vous demain avec maître Bertrand, mon notaire. Il dit qu'à mon âge, il faut absolument que je règle ma succession. Que tout soit clair et simple pour vous, mes chéris. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Les yeux de Jérôme s'illuminèrent comme les vitrines des galeries Lafayette à Noël. Élodie se pencha vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cette fausseté empreinte de cupidité que j'avais appris à décoder au fil des mois. « Maman, c'est une excellente idée !» minauda-t-elle en posant sa main aux ongles parfaitement manucurés sur la mienne, rugueuse et marquée par 40 ans de pétrissage. Papa aurait été si fier de voir que tu penses à notre avenir. Papa. Mon Henri, qui avait travaillé comme un forcené dans son garage automobile pour que nous puissions acheter cet appartement, élever notre fille dans la dignité, et qui était mort d'un infarctus à 68 ans en croyant que nous étions une famille unie et aimante. Et puis, ajouta Jérôme en se penchant vers moi avec cette sollicitude venimeuse qui me donnait envie de vomir. À votre âge, maman Marguerite, il faut prévoir tous les incidents possibles. Les escaliers, par exemple. Ils peuvent être si dangereux pour les personnes âgées. Incident. Le mot flotta dans l'air comme une menace à peine voilée. Mes mains se crispèrent sur ma serviette en lin, mais je gardai le sourire. Oh, vous avez tellement raison, mon cher Jérôme. Les accidents arrivent si vite. Heureusement que j'ai maintenant, une certaine protection. Le silence qui suivit était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau.
Jérôme et Élodie échangèrent un regard perplexe, ne sachant pas comment interpréter mes paroles. Ils ne pouvaient pas savoir que dans moins de 24 heures, leur monde s'écroulerait comme un soufflé mal cuit. Car demain, nous n'irions pas chez le notaire. Demain, nous irions au tribunal. Le lendemain matin, à exactement 9 heures, mon téléphone sonna. La voix de Jérôme, d'ordinaire si contrôlée, vibrait d'une excitation mal dissimulée. « Maman Marguerite, j'espère que vous n'avez pas oublié notre rendez-vous chez le notaire aujourd'hui. Élodie et moi, nous pensons qu'il serait mieux que nous vous accompagnions. Pour vous soutenir, bien sûr. » « Bien sûr, » répétai-je en regardant par ma fenêtre les toits de Lyon baignés dans la lumière dorée du matin. « Comme c'est attentionné de votre part, Jérôme. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, la capitaine Moreau était installée dans sa voiture banalisée en bas de mon immeuble, écoutant chaque mot de notre conversation grâce aux micro-cravates dissimulées sous mon cardigan beige. Chaque syllabe était enregistrée, horodatée, archivée. « Parfait. Nous passerons vous chercher à 10 heures. N'oubliez pas tous vos papiers d'identité, vos relevés bancaires et surtout, vos clés. Le notaire en aura besoin pour l'inventaire de l'appartement. Mes clés, bien sûr, pour qu'il puisse prendre possession de mon logement dès ma signature au bas des documents, ou dès ma mort accidentelle si je refusais de coopérer. J'aurai tout ce qu'il faut, promis-je avec la docilité feinte d'une vieille dame dépassée par les événements. Après avoir raccroché, je me dirigeais vers ma cuisine pour préparer un thé au jasmin. Rituel qui m'aidait toujours à réfléchir clairement. Les micros cachés dans le plafonnier captèrent le tintement délicat de ma cuillère en argent contre la porcelaine de Limoges, héritage de ma grand-mère. 1 heure plus tard, Jérôme et Élodie sonnèrent à ma porte. Quand j'ouvris, je découvris un spectacle qui me glaça le sang. Jérôme portait un costume anthracite impeccablement taillé, celui qu'il réservait aux grandes occasions, avec une cravate en soie bordeaux qui avait dû coûter plus que ma pension mensuelle. Ses chaussures italiennes brillaient comme des miroirs noirs. À son poignet, une montre Rolex rutilait sous la lumière du palier, cadeau qu'il s'était offert quelques mois plus tôt en prétendant avoir gagné au loto. Élodie arborait un manteau en cachemire crème et un sac à main Hermès orange vif, celui qu'elle avait économisé pour acheter, en travaillant des heures supplémentaires au collège. Ses escarpins vernis claquaient contre le carrelage avec l'arrogance de ceux qui se croient déjà propriétaires. Ils étaient habillés pour un enterrement. Le mien. « Maman, tu es prête ?» demanda Élodie en m'embrassant sur la joue. Son parfum Chanel, le même que le mien, mais en version plus récente et plus chère, envahissant mes narines comme une invasion olfactive. « Je suis prête, ma chérie, plus que vous ne l'imaginez. » Dans la voiture de Jérôme, une BMW série 5 noire aux sièges en cuir beige qui sentait encore le neuf, je m'installai à l'arrière et gardai le silence pendant qu'ils discutaient de leur projet. Le micro-cravate enregistrait chaque mot avec une fidélité cristalline. « Une fois les papiers signés, » murmura Jérôme à Élodie en pensant que je n'entendais pas, « nous pourrons enfin respirer. Les dettes de carte bleue, le crédit de la voiture, les traites de l'appartement, tout sera réglé. Et si elle change d'avis au dernier moment ?» chuchota Élodie, ses ongles parfaitement vernis pianotant nerveusement sur son sac Hermès. « Elle ne changera pas d'avis, » répondit Jérôme avec une assurance glaciale. Après son petit accident dans l'escalier, elle a compris qu'à son âge, mieux vaut prévoir l'avenir. « N'est-ce pas, maman Marguerite ?» Il tourna la tête vers moi avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Un sourire de requin humant le sang dans l'eau. « Absolument, mon cher Jérôme. Il faut toujours prévoir l'avenir. Surtout quand cet avenir inclut votre arrestation. » Nous nous garâmes devant un immeuble haussmannien, de la rue de la République. Mais au lieu de monter chez un notaire, nous nous dirigeâmes vers le palais de justice de Lyon. Jérôme et Élodie, absorbés par leurs calculs cupides, ne remarquèrent rien jusqu'à ce que nous franchissions les portes imposantes du tribunal. « Maman, » dit Élodie en s'arrêtant brusquement, ses talons crissant sur le marbre poli, « je crois qu'il y a une erreur. Nous devons aller chez maître Bertrand. » « Pas, il n'y a aucune erreur, » répondis-je calmement en rajustant mon écharpe en laine. « Nous avons effectivement rendez-vous, mais pas avec un notaire. » À cet instant précis, la capitaine Moreau apparut, flanquée de 2 gendarmes en uniforme. Son badge brillait sous les néons du hall d'entrée comme une étoile de justice. « Monsieur Jérôme Beaumont, » déclara-t-elle d'une voix ferme qui résonna dans le silence soudain, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur la personne de Madame Marguerite Dubois, vol aggravé et tentative d'extorsion.
Le visage de Jérôme se vida de tout son sang. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Ses mains, si assurées quelques minutes plus tôt, se mirent à trembler violemment. « Quoi? Non, c'est impossible. Marguerite, dites-leur que c'est un malentendu. » Le seul malentendu, répliquai-je en sortant un petit magnétophone de mon sac à main, c'est d'avoir cru que j'étais assez stupide pour ne pas vous entendre. J'appuyai sur play. La voix de Jérôme emplit le hall du tribunal avec une clarté parfaite. Où cette vieille conne cache-t-elle son fric? Il faut qu'on trouve un moyen de la faire signer, ou de s'en débarrasser pour de bon. Élodie porta la main à sa bouche, étouffant un cri d'horreur. Des larmes coulèrent sur ses joues, emportant avec elle son mascara waterproof et ses dernières illusions sur l'homme qu'elle avait épousé. « Maman, je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse. »« Vraiment ?» l'interrompis-je avec une froideur que je ne me connaissais pas. « Tu n'as jamais remarqué que 50 € disparaissaient de mon porte-monnaie après chacune de ces visites? Tu n'as jamais trouvé étrange qu'il connaisse si bien l'emplacement de mes affaires personnelles? Tu n'as jamais questionné l'origine de ta nouvelle garde-robe de luxe avec ton salaire d'institutrice? » Le silence qui suivit était assourdissant. Élodie baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Dans son silence, je trouvai ma réponse. La capitaine Moreau fit signe à ses collègues. Les menottes cliquetèrent autour des poignets de Jérôme avec un bruit métallique définitif. Sa Rolex brillait encore, mais elle ne marquait plus que le temps qui le séparait de sa cellule. « Vous avez le droit de garder le silence », récita le gendarme. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. »« Marguerite !» hurla Jérôme tandis qu'on l'emmenait. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre famille, j'ai des droits. »« Les droits, déclarai-je en regardant disparaître l'homme qui avait voulu me tuer, sont pour ceux qui respectent ceux des autres. » Élodie sanglotait maintenant sans retenue. Son maquillage ruiné, transformant son visage en masque tragique. Ses épaules tremblaient sous son manteau en cachemire, et ses mains cherchaient un mouchoir dans son sac de luxe. « Maman, pardonne-moi. Je ne voulais pas... Je n'ai jamais voulu qu'il vous fasse du mal. J'ai été aveuglée par l'argent, terminai-je pour elle. Par l'envie d'une vie plus facile, par la cupidité déguisée en amour. » Je marchais vers la sortie, mes pas résonnant dans le hall de marbre comme un glas. Avant de franchir les portes, je me retournai une dernière fois vers ma fille. « Élodie, tu as le choix maintenant. Tu peux continuer à pleurer sur tes rêves brisés, ou tu peux réapprendre à vivre sans compter sur l'argent des autres, même le mien. » Les portes du palais de justice se refermèrent derrière moi, avec un bruit sourd et définitif. Dehors, le soleil de Lyon brillait avec une intensité nouvelle, comme s'il célébrait ma victoire. Mais ce n'était que le début, car j'avais découvert autre chose en fouillant les affaires de Jérôme. Quelque chose qui allait transformer cette simple affaire de tentative de meurtre en scandale retentissant. Jérôme n'agissait pas seul. 3 dias après l'arrestation de Jérôme, je me réveillai avec une certitude qui me glaça le sang. Il y avait quelque chose que je n'avais pas encore découvert, quelque chose de plus grave, de plus profond, de plus terrifiant que ce que j'avais imaginé. La réponse m'attendait dans une enveloppe Kraft glissée sous ma porte pendant la nuit. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc montrait Jérôme, assis à la terrasse du Café de la Paix, place Bellecour. En face de lui, un homme d'une 50aine d'années en costume sombre, les cheveux grisonnants, un visage que je reconnus immédiatement. Maître Bertrand, mon notaire depuis 15 ans, l'homme en qui j'avais une confiance absolue. Au dos de la photo, une écriture féminine soignée. Ils se rencontrent tous les jeudis depuis 6 mois. Une amie qui vous veut du bien. Mes mains tremblèrent comme des feuilles d'automne. Mon notaire. L'homme qui connaissait l'emplacement exact de mes comptes bancaires, le montant de mes économies, l'existence de mon studio à Nice. L'homme qui avait accès à tous mes secrets financiers. Je composai immédiatement le numéro de la capitaine Moreau. « Capitaine, j'ai besoin de vous voir. Immédiatement. J'ai découvert que Jérôme avait un complice, et ce complice a accès à toutes mes finances. » 1 heure plus tard, dans le bureau austère de la gendarmerie, Moreau étudiait la photographie avec l'attention d'un entomologiste examinant un spécimen rare. « Madame Dubois, nous allons ouvrir une enquête parallèle sur Maître Bertrand. Mais pour cela, nous avons besoin d'un mandat, et un mandat nécessite des preuves concrètes. Accepteriez-vous de porter un micro et d'aller le voir ? »« Capitaine, » répondis-je en me redressant sur ma chaise, « à 73 ans, j'ai survécu à une tentative de meurtre et envoyé mon gendre en prison. Un notaire corrompu ne me fait plus peur. »
Le lendemain matin, équipé d'un micro-cravate invisible et d'une caméra miniaturisée dissimulée dans ma broche en forme de marguerite, je poussai la porte du cabinet de maître Bertrand. L'odeur du cuir et de l'encens mélangé aux effluves de café fraîchement moulu me rappela tous ces rendez-vous où j'avais naïvement fait confiance à cet homme. Bertrand m'accueillit avec son sourire habituel, cette expression bienveillante et paternelle qui masquait si bien sa cupidité. Ses cheveux impeccablement coiffés brillaient sous l'éclairage tamisé de son bureau, et ses mains manucurées pianotaient nerveusement sur son sous-main en cuir bordeaux. « Chère Marguerite, quel plaisir de vous revoir. J'ai appris pour ce terrible malentendu avec votre gendre. Comme c'est malheureux, mais rassurez-vous, nous pouvons arranger les choses. Un testament bien rédigé protégera vos intérêts. Justement, maître, c'est pour cela que je viens vous voir. Avec tout ce qui s'est passé, je me pose des questions sur la sécurité de mes biens. » Ses yeux s'illuminèrent comme ceux d'un enfant devant une vitrine de confiserie. Il se pencha vers moi avec cette sollicitude feinte que j'avais appris à reconnaître. « Vos questions sont légitimes, très légitimes. Voyez-vous, dans des situations comme la vôtre, il faut agir vite, très vite. Les autorités peuvent bloquer vos comptes à tout moment si elles soupçonnent, disons, des irrégularités. » « Des irrégularités? Mais je n'ai rien fait d'illégal. » « Bien sûr que non, chère Marguerite. Mais les enquêteurs ne font pas toujours la distinction. C'est pourquoi je vous conseille de transférer immédiatement vos fonds sur un compte de séquestre que je gère. Pour votre protection, bien entendu. Bomba 1, mon notaire était le cerveau. Ma gorge se serra comme si une main invisible m'étranglait. Bertrand ne proposait pas de me protéger. Il proposait de voler mes 385 000 en utilisant sa position de confiance. Et soudain, tout devint clair. Jérôme n'était qu'un pion. Le véritable cerveau de cette conspiration, c'était l'homme assis en face de moi, celui qui connaissait mes finances mieux que moi-même. Et si je refuse ?» demandai-je d'une voix tremblante, jouant parfaitement mon rôle de vieille dame effrayée. Le masque de bienveillance glissa imperceptiblement. L'espace d'une seconde, je vis le vrai visage de Bertrand, celui d'un prédateur calculateur qui avait passé 15 ans à étudier ma situation financière en attendant le moment propice pour frapper. « Marguerite, à votre âge, avec votre santé fragile, les accidents arrivent si vite. Jérôme me l'a dit, vous êtes tombé dans vos escaliers il y a quelques jours. Ces vieux immeubles haussmanniens sont si dangereux. Heureusement que vous avez de la famille pour vous surveiller. » Une menace à peine voilée. Mon sang se glaça dans mes veines. « Vous avez parlé avec Jérôme récemment? Nous nous voyons régulièrement pour discuter de votre avenir. C'est un gendre si prévenant. Il se fait tellement de soucis pour vous. » Mensonge. Jérôme était en prison depuis 3 jours. Soit Bertrand mentait pour me manipuler, soit il y avait quelqu'un d'autre. « Maître Bertrand, puis-je vous demander qui d'autre connaît les détails de ma situation financière ?» Son sourire se figea. Une micro-crispation au coin de ses yeux trahit sa nervosité grandissante. « Eh bien, dans le cadre de mes fonctions, j'ai parfois besoin de consulter des confrères. Maître Dumont, par exemple, spécialiste en droit successoral, et puis votre banquier, Monsieur Lefebvre. Et naturellement, votre famille proche. » « Ma famille proche ? Votre fille Élodie, bien sûr. Et son mari, mais aussi votre nièce, Sylvie. Elle s'inquiète beaucoup pour vous, vous savez. » Bomba 2. Ma nièce était dans le coup. Le monde bascula autour de moi. Sylvie, ma petite Sylvie, la fille de mon frère décédé, que j'avais élevée comme ma propre fille après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Sylvie, à qui j'avais payé ses études de droit. Sylvie, qui travaillait maintenant dans un cabinet d'avocats parisien et venait me rendre visite par affection 1 fois par mois. Sylvie, qui avait accès à mon appartement, qui connaissait mes habitudes, qui était au courant de mes économies. Ma nièce vous a parlé de moi régulièrement. Elle est très préoccupée par votre isolement, votre vulnérabilité. Elle pense que vous devriez peut-être envisager une maison de retraite. Avec vos moyens, vous pourriez vous offrir un établissement de très haute qualité. Une maison de retraite, où je serais coupé du monde, où mes visiteurs seraient filtrés, où je signerais des papiers sans les lire parce qu'on me dirait que c'est pour mon bien. Et Sylvie pense que c'est nécessaire. Elle m'a confié que vous montriez des signes de confusion mentale, des oublis, des étourderies. Elle a même mentionné que vous aviez laissé le gaz ouvert plusieurs fois. Mon sang ne fit qu'un tour. Je n'avais jamais laissé le gaz ouvert de ma vie.
Mais quelqu'un était entré chez moi pour déconnecter les tuyaux et faire croire à ma négligence. Quelqu'un qui avait les clés. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un de ma famille. Maître Bertrand, excusez-moi, mais j'ai soudain très soif. Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau? Bien sûr, ma chère Marguerite. Dès qu'il sortit de son bureau, je sortis mon téléphone et composai le numéro de la capitaine Moreau. Capitaine, chuchotai-je, il faut arrêter Sylvie Mercier immédiatement. Elle fait partie de la conspiration, et je pense qu'il y en a d'autres. Nous nous en occupons. Restez calme et continuez la conversation. Nous arrivons. Bertrand revint avec un verre d'eau et un sourire onctueux. Je bus lentement, réfléchissant à ma stratégie. Maître, j'ai une dernière question. Comment comptez-vous procéder exactement pour protéger mes biens? Il se pencha vers moi, ses yeux brillants de cupidité mal dissimulée. C'est très simple. Vous signez une procuration qui me donne pouvoir sur vos comptes. Je transfère tout sur un compte bloqué. Et quand vous n'en aurez plus besoin, les fonds seront redistribués selon vos dernières volontés. Mes dernières volontés? Le testament que nous rédigerons aujourd'hui. Un testament qui respectera vos souhaits tout en optimisant la fiscalité. Optimiser la fiscalité. En d'autres termes, s'arranger pour que mes héritiers légaux ne touchent rien et que mes bourreaux se partagent le butin. Et qui seraient mes héritiers dans ce nouveau testament? Eh bien, compte tenu des circonstances avec Jérôme et des inquiétudes de Sylvie concernant Élodie, peut-être pourriez-vous envisager de léguer vos biens à une fondation. Une fondation que je gère, bien sûr, pour assurer la continuité. Une fondation bidon. Le piège parfait pour détourner des centaines de milliers d'euros en toute légalité. Et cette fondation, elle existe déjà? J'ai justement créé la Fondation Marguerite pour la protection des personnes âgées. En votre honneur, ma chère amie. Bomba 3. Ils avaient déjà créé une fondation fictive avec mon nom. Ma vision se troubla. Ils avaient utilisé mon nom pour créer une structure destinée à voler mon argent. Ils avaient planifié ma mort, mon déménagement forcé, ma spoliation, en se cachant derrière une façade de charité. Et ils avaient eu l'audace d'utiliser mon prénom pour baptiser leur arnaque. Cette fondation, elle est déjà opérationnelle? Parfaitement. Nous avons même ouvert des comptes bancaires. Tout est prêt pour recevoir vos dons, ou plutôt vos legs. La porte du bureau s'ouvrit brutalement. La capitaine Moreau entra, flanquée de 2 gendarmes en civil. Bertrand bondit de sa chaise, le visage livide. « Maître Jean-Claude Bertrand, » déclara Moreau d'une voix ferme, « vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé et tentative d'extorsion sur personne vulnérable. C'est un scandale, je suis notaire, j'ai des droits. Mes clients, vos clients ?» Je me levai lentement, toute ma rage contenue explosant enfin. « Vos clients ou vos victimes ?» Moreau sortit un document de sa mallette. « Madame Dubois, grâce à votre témoignage enregistré, nous avons pu obtenir un mandat de perquisition express. Nous avons fouillé le cabinet et découvert des documents accablants. » Elle étala sur le bureau de Bertrand une liasse de papier. Ici, la liste de 17 personnes âgées dont Maître Bertrand gère les comptes de protection. Ici, les relevés bancaires de la Fondation Marguerite. 2,3 millions détournés en 3 ans. Et ici, elle brandit une feuille couverte d'écritures manuscrites. Le planning des visites familiales établi par Sylvie Mercier. Chaque victime avait un référent familial chargé de la manipuler psychologiquement. Votre nièce coordonnait le tout depuis Paris. Bertrand s'effondra sur sa chaise, son teint virant au gris cendre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous voulions vraiment les protéger. Ces personnes âgées sont si vulnérables, répétai-je avec une colère froide, que vous avez décidé de les voler plutôt que de les protéger. Moreau fit signe à ses collègues. Les menottes cliquetèrent autour des poignets de Bertrand. Monsieur Bertrand, vous serez interrogé sur les 17 dossiers de victimes présumées. Chaque euro détourné sera réclamé avec intérêt et dommages. Tandis qu'on emmenait Bertrand, Moreau se tourna vers moi. Madame Dubois, nous avons également arrêté Sylvie Mercier à son domicile parisien. Dans son appartement, nous avons trouvé des doubles de vos clés, des copies de vos relevés bancaires et un planning détaillé de surveillance de vos habitudes quotidiennes. Ma nièce, ma petite Sylvie, que j'avais bercée, nourrie, éduquée, qui avait transformé mon amour en arme contre moi. Combien de victimes, capitaine? 17 confirmées. Mais nous pensons que le réseau est plus vaste. Votre courage a témoigné à libérer la parole d'autres familles. Le procès fera date. Le procès. Où tout serait révélé au grand jour.
où la presse parlerait de l'affaire de la Fondation Marguerite, où ma petite histoire personnelle de trahison familiale deviendrait un symbole national de la lutte contre l'exploitation des personnes âgées. Capitaine, quand aura lieu ce procès? Dans 6 semaines? Procédure accélérée vu l'ampleur des préjudices. Vous serez le témoin principal, Madame Dubois. Êtes-vous prête à affronter toute votre famille devant un tribunal? Je regardais par la fenêtre du bureau de police. Le soleil de Lyon brillait sur les toits d'ardoise avec une intensité nouvelle. Quelque part dans cette ville, Jérôme croupissait en prison. Quelque part en France, Sylvie découvrait sa cellule. Et moi, Marguerite Dubois, 73 ans, ancienne pâtissière, j'étais devenue la femme qui allait faire tomber un réseau national d'escroquerie aux personnes âgées. Capitaine Moreau, j'ai passé 40 ans à faire lever la pâte avec patience et précision. 6 semaines pour préparer la pâtée de ma vie, ce n'est rien du tout. Parfait. Le procureur vous contactera demain pour préparer votre témoignage. En attendant, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Rentrez chez moi. Dans mon appartement haussmannien où chaque objet, chaque recoin avait été évalué, étudié, convoité par ceux qui prétendaient m'aimer. Mais désormais, je n'étais plus seule. Désormais, j'avais la justice de mon côté. Et dans 6 semaines, j'allais montrer à tout le monde ce qui arrive quand on s'attaque à une vieille dame qui a plus d'un tour dans son sac. 6 semaines plus tard, le palais de justice de Lyon ressemblait à une ruche en effervescence. Les journalistes se pressaient devant les marches de marbre, leurs caméras pointées vers l'entrée monumentale. L'affaire de la Fondation Marguerite avait fait la une de tous les quotidiens régionaux, et même France 2 avait envoyé une équipe pour couvrir ce qui était devenu le symbole national de l'exploitation des personnes âgées. À 9 heures précises, je gravis ces marches au bras de la capitaine Moreau, vêtue de mon plus beau tailleur bleu marine, celui que je réservais aux grandes occasions. Mes cheveux, fraîchement coiffés chez Martine, ma coiffeuse depuis 20 ans, étaient relevés en un chignon élégant. À mon revers, ma broche en forme de marguerite, la même qui avait caché la caméra, brillait sous les flashs des photographes. « Madame Dubois, Madame Dubois !» criaient les journalistes. « Comment vous sentez-vous avant de témoigner ?» Je me tournai vers eux avec un sourire serein. Je me sens comme une femme de 73 ans qui va enfin dire sa vérité. L'audience se tenait dans la salle d'assises principale, ses boiseries sombres et ses plafonds voûtés, conférant une solennité impressionnante au débat. Le public était complet. Famille des autres victimes, avocats, journalistes et même quelques curieux attirés par le scandale. Au banc des accusés, Jérôme, amaigri par ses semaines de détention, le regard fuyant, Maître Bertrand, en costume froissé, ses cheveux gris en bataille, et Sylvie, ma nièce, pâle comme un linge dans sa robe noire austère. Élodie était assise au premier rang du public, ses yeux rougis par les larmes et la culpabilité. Quand nos regards se croisèrent, elle baissa immédiatement la tête. « L'audience est ouverte », déclara Madame la Présidente Durand, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. « Nous examinons aujourd'hui l'affaire dite de la Fondation Marguerite, impliquant 3 prévenus accusés d'escroquerie en bande organisée sur personnes vulnérables. » Le procureur, Maître Vincent, se leva. Grand, mince, la quarantaine élégante, il avait cette autorité naturelle qui impose le respect. « Mesdames et messieurs les jurés, nous allons vous démontrer aujourd'hui comment 3 individus ont orchestré pendant des années le vol systématique de personnes âgées, utilisant leurs liens familiaux et professionnels pour s'enrichir sur le dos des plus vulnérables. » Il se tourna vers moi. Madame Marguerite Dubois, témoin principal de cette affaire, a eu le courage exceptionnel de dénoncer ses propres proches. Grâce à elle, 17 familles ont pu récupérer leurs biens spoliés. Quand mon tour arriva de témoigner, je me dirigeai vers la barre d'un pas ferme. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur moi. « Madame Dubois, » commença Maître Vincent, « pouvez-vous nous expliquer comment tout a commencé ?»« Tout a commencé le jour où mon gendre a essayé de me tuer dans mon escalier. » Un murmure parcourut l'assistance. Jérôme se tassa sur son siège. Il m'a poussé volontairement, en espérant que la chute serait fatale. Quand j'ai survécu, il a murmuré à mon oreille « Maintenant, c'est trop tard ». Ces mots m'ont fait comprendre que ce n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai fait semblant d'être inconsciente pour l'entendre parler. C'est là que j'ai compris qu'il convoitait mon argent. Maître Vincent s'approcha de moi. Justement, parlons de cet argent. Les accusés prétendaient que vous étiez une veuve modeste aux revenus limités. Était-ce exact? Moment viral 1.
Révélation du patrimoine, version B. Je sortis mon téléphone portable de mon sac à main. Mes doigts, malgré mes 73 ans, naviguèrent avec assurance dans l'application bancaire. Maître Vincent, puis-je utiliser l'écran de projection de la salle? Bien sûr, Madame Dubois. Je connectai mon téléphone au projecteur. Mes relevés bancaires apparurent en grand format sur le mur blanc de la salle d'audience. Toute l'assistance retint son souffle. Compte Crédit Lyonnais, agence Bellecour, 127 400 règles, annonçai-je d'une voix claire. Jérôme se pencha en avant, les yeux écarquillés. Compte BNP Paribas, agence Pardieu, 185 600 sars. Sylvie porta la main à sa bouche, étouffant un cri de stupeur. Livret à caisse d'épargne, 72 000. L'audience était maintenant dans un silence de cathédrale. Total des liquidités, 385 000. Je changeai d'écran sur mon téléphone. Plus un studio de 45 mm à Nice, 7e arrondissement, estimé à 280. Zizeu par l'agence Nesten. Patrimoine total, 665 000 d'Ain. La salle explosa en murmures. Jérôme s'effondra sur sa chaise, le visage livide. Bertrand se cachait le visage dans ses mains. Sylvie tremblait comme une feuille. Pendant 40 ans, continuai-je en détachant chaque mot, j'ai économisé chaque euro de mes revenus de pâtissière. Pas pour moi, pour laisser un héritage à ma famille. Une famille qui a préféré essayer de me voler plutôt que d'attendre. Maître Vincent laissa le silence s'installer avant de reprendre. Madame Dubois, comment avez-vous découvert l'ampleur de la conspiration? En collaborant avec la capitaine Moreau. Nous avons tendu des pièges, enregistré des conversations, recueilli des preuves. C'est ainsi que j'ai découvert que mon notaire et ma nièce étaient complices. Je me tournai vers Sylvie, qui évitait soigneusement mon regard. Sylvie, ma petite Sylvie que j'ai élevée après la mort de tes parents, à qui j'ai payé des études de droit pour 35 000, qui venait prendre le thé chez moi tous les mois en fouillant discrètement mes affaires. Sylvie fondit en larmes, ses sanglots résonnant dans la salle. Tante Marguerite, pardonnez-moi. J'avais des dettes. Je ne voulais pas vous faire du mal. Tu ne voulais pas me faire du mal. Ma voix monta d'un ton, vibrante de colère contenue. Tu as coordonné ma surveillance. Tu as donné mes clés à Jérôme. Tu as participé au plan pour me faire interner. L'avocat de Sylvie se leva. Objection, Madame la Présidente. Ma cliente n'a jamais... Objection rejetée, trancha la Présidente. Madame Dubois témoigne sous serment. Moment viral 2. L'arrivée des preuves. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit. Un huissier entra, portant plusieurs cartons d'archives. Derrière lui, un homme en uniforme que je ne reconnus pas immédiatement. « Madame la Présidente », annonça l'huissier, « commissaire Berger de la Brigade financière de Paris. Il apporte des éléments nouveaux concernant l'affaire. » Le commissaire Berger s'avança vers la barre. La cinquantaine, trapu, il avait cette assurance tranquille des policiers expérimentés. « Madame la Présidente, notre enquête sur la Fondation Marguerite a révélé l'existence d'un réseau national. Nous avons identifié 37 victimes supplémentaires dans toute la France, pour un préjudice total de 4,2 millions. La salle se figea. Même les avocats de la défense parurent sonnés. Le mode opératoire était toujours identique. Un notaire complice, un référent familial pour manipuler la victime et une fondation bidon pour blanchir l'argent. Madame Dubois a été la première à avoir le courage de dénoncer ce système. Il sortit un dossier du carton. Voici le planning établi par Mademoiselle Mercier. Chaque victime avait un numéro de code. Madame Dubois était le dossier Marguerite 17. Sa spoliation était prévue pour le mois dernier. Jérôme bondit de son siège. C'est faux. Je ne savais rien de ces autres affaires. Je voulais juste... Vous vouliez juste quoi, monsieur Beaumont? L'interrompit le procureur. J'avais des dettes. Le casino. Ma femme ne savait rien. Vos dettes de jeu s'élevaient à €147. 000, continua le commissaire Berger. Vos créanciers vous menaçaient. Vous aviez donc besoin de l'argent de Madame Dubois, très rapidement. Oui, mais je n'aurais jamais... Je voulais juste emprunter... Emprunter? Je me levai de mon siège, tremblante de rage. En me poussant dans un escalier... Moment viral 3. Le confronto final. Jérôme se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Maman Marguerite, pardonnez-moi. J'étais désespérée. Je ne voulais pas vous tuer, juste vous faire peur. Ne m'appelez plus jamais maman, déclarai-je d'une voix glaciale. Je m'approchai de lui, mes pas résonnant dans le silence absolu de la salle. Pendant 12 ans, je vous ai traité comme mon fils. Pendant 12 ans, j'ai cuisiné pour vous tous les dimanches.
Pendant 12 ans, j'ai offert des cadeaux à vos enfants. J'ai aidé financièrement quand vous étiez en difficulté. » Ma voix se brisa légèrement. « Et vous, vous avez calculé combien valait ma mort ?» Jérôme sanglotait maintenant ouvertement. « Je suis désolé, tellement désolé. »« Vous êtes désolé d'avoir été pris, » répliquai-je. « Pas d'avoir essayé de me tuer. » Je me tournai vers le banc des accusés. « Vous trois, vous avez transformé ma confiance en arme, mon amour en faiblesse, ma générosité en vulnérabilité. Mais vous avez fait une erreur. »« Laquelle ?» demanda maître Vincent. « Vous avez cru qu'être âgé signifiait être stupide. » La présidente frappa son marteau. L'audience est suspendue pour délibérer. 2 heures plus tard, nous étions de retour dans la salle bondée. La tension était palpable. Les accusés, livides, attendaient leur sort. « Levez-vous » ordonna la présidente. Jérôme, Bertrand et Sylvie se dressèrent, tremblants. Après délibération, la Cour déclare les 3 accusés coupables d'escroquerie en bande organisée aggravée. Jérôme Beaumont, 15 ans de réclusion criminelle, interdiction de séjour dans le département du Rhône, 500 beng. 0 de dommages et intérêts. Jérôme s'effondra. Élodie éclata en sanglots dans le public. Jean-Claude Bertrand, 18 ans de réclusion criminelle, radiation de l'ordre des notaires, 2,1 millions de dommages et intérêts solidaires. Bertrand vacilla, rattrapé par ses avocats. Sylvie Mercier, 12 ans de réclusion criminelle, interdiction d'exercer le droit, 300 000 de dommages et intérêts. Ma nièce poussa un cri et s'évanouit. Dehors, sur les marches du palais de justice, les journalistes m'attendaient. Je m'arrêtais devant eux, droite et digne. « Madame Dubois, que ressentez-vous après cette victoire ? » « Je ne ressens pas de victoire. Je ressens de la justice et l'espoir que d'autres personnes âgées auront désormais le courage de se défendre. Un message pour les familles des autres victimes ? Je regardais les caméras droit dans l'objectif. N'ayez jamais honte de dénoncer ceux qui vous maltraitent, même s'ils sont de votre famille. L'âge n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les flashs crépitèrent une dernière fois. Je descendis les marches du tribunal, libre, vengée et plus forte que jamais. La justice avait parlé. Et moi, Marguerite Dubois, j'avais survécu pour le raconter. 6 mois plus tard, Nice, juillet 2024. Le soleil méditerranéen caresse mon visage, tandis que j'arrose les marguerites de ma terrasse face à la baie des Anges. Ces fleurs, qui portent mon nom et ont inspiré ma broche caméra, poussent maintenant librement dans des jardinières colorées qui bordent mon petit studio niçois. Mes cheveux, autrefois tirés en chignon sévère, tombent maintenant en ondulations douces sur mes épaules. J'ai abandonné le gris terne pour un châtain clair avec des mèches dorées que Sylvie, ma nouvelle coiffeuse de la rue Masséna, rafraîchit chaque mois. Mes vêtements aussi ont changé. Fini les cardigans sombres et les jupes tam strictes. Aujourd'hui, je porte une robe en lin blanc cassé, des sandales en cuir souple, et ce collier de perles de culture que je me suis offert avec le premier versement des dommages et intérêts. Le contraste avec la femme tremblante qui gravissait les marches du tribunal il y a 6 mois est saisissant. Cette Marguerite-là avait les épaules voûtées par des décennies de labeur, le regard terne d'une victime résignée, les mains crispées sur un sac à main usé. Aujourd'hui, je me tiens droite. Mes yeux pétillent de cette tranquillité souveraine qui vient après la tempête, et mes gestes ont retrouvé la grâce assurée de mes années de pâtissière. Mon téléphone sonne. C'est Capitaine Moreau, devenu au fil des mois une véritable amie. « Marguerite, j'ai des nouvelles fraîches de vos anciens connaissances. »« Je vous écoute, Nadège. » Jérôme purge sa peine à la prison de Fresnes. Aux dernières nouvelles, il travaille à la blanchisserie pour 0,45 de l'heure. Ses codétenus le surnomment « le voleur de grand-mère ». Il n'est pas très populaire. Je sirote mon thé à la verveine en contemplant les voiliers qui dansent sur l'eau turquoise. Et Bertrand ? Incarcéré à Fleury-Mérogis. Il a perdu 15 kilos, ses cheveux sont devenus complètement blancs. L'Ordre des notaires a publié son cas dans le bulletin professionnel comme « exemple de déchéance morale ». Son nom est devenu synonyme de honte dans la profession. Et ma nièce ? Un silence. Nadège sait que cette blessure reste la plus douloureuse. Sylvie est à la prison de Rennes. Elle a été agressée par d'autres détenus qui avaient vu son histoire aux actualités. Elle passe ses journées en isolement, à rédiger des lettres d'excuses que vous ne lirez jamais. Comment le savez-vous ? Parce qu'elle m'en envoie également. 53 lettres depuis le procès. Je les garde au cas où elles contiendraient des informations utiles sur d'autres victimes. Je ferme les yeux, laissant la brise marine emporter mes derniers remords. Sylvie a fait ses choix.
Aujourd'hui, je fais les miens. Nadège, autre sujet. L'école Marguerite ouvre officiellement la semaine prochaine. Magnifique! Combien d'inscrites pour la première promotion? 12 femmes entre 62 et 78 ans. Anciennes femmes de ménage, vendeuses, couturières, toutes rêvent d'apprendre la pâtisserie professionnelle. Avec les 2,1 millions récupérés, nous pouvons financer 3 ans de formation complète. L'école Marguerite Dubois pour la reconversion professionnelle des femmes seniors occupe maintenant un ancien entrepôt rénové dans le quartier de Libération, à Nice. 6 postes de travail équipés du matériel professionnel le plus moderne, four à convection, batteur industriel, chambre de fermentation, vitrine réfrigérée. Un rêve de pâtissière devenu réalité. Et comment va Élodie, ma fille? Le sujet le plus complexe de ma nouvelle vie. Elle a demandé le divorce. Elle vit maintenant dans un petit appartement à Villeurbanne avec ses enfants. Elle travaille à temps plein et suit une formation de comptabilité le soir. Elle m'appelle 1 fois par semaine. Vous lui parlez? Nous apprenons à nous reconnaître. Élodie découvre qui elle est sans l'influence toxique de Jérôme. Et moi, j'apprends à pardonner sans oublier. Elle connaît votre nouvelle adresse? Non, pas encore. Quand je serai prête, je l'inviterai à Nice. Mais pour l'instant, j'ai besoin de construire ma nouvelle vie sans référence à l'ancienne. Après avoir raccroché, je me dirige vers ma cuisine pour préparer ma spécialité du jour. Des financiers aux amandes effilées et fleurs d'oranger. Demain, je les apporterai à mes élèves pour notre première journée officielle d'enseignement. Hier soir, en préparant mes cours, j'ai repensé à cette phrase que j'avais dite aux journalistes. L'âge n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ces mots, prononcés dans la colère et la détermination, sont devenus ma devise quotidienne. À 73 ans, j'ai découvert des capacités que je ne me connaissais pas. Courage, ruse, détermination, résistance psychologique. Pendant 40 ans, j'ai cru que ma force résidait dans ma capacité à servir les autres, à me sacrifier, à dire oui pour éviter les conflits. Aujourd'hui, je sais que ma vraie force réside dans ma capacité à dire non, à me défendre, à construire ma propre vie selon mes propres règles. Le courrier arrive. Parmi les factures et les prospectus, une enveloppe manuscrite attire mon attention. L'expéditeur, Madame Geneviève Rousseau, Marseille. J'ouvre avec curiosité. Chère Madame Dubois, j'ai 68 ans et j'ai vu votre histoire aux informations. Mon gendre et ma fille tentent depuis 1 an de me convaincre de leur donner mon appartement pour optimiser ma succession. Après vous avoir vu témoigner, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Pourriez-vous me conseiller? Je ne sais pas vers qui me tourner, mais votre courage m'inspire. Respectueusement, Geneviève Rousseau. Je souris en repliant la lettre. C'est la 47e que je reçois depuis le procès. Depuis 6 mois, je suis devenue involontairement la porte-parole des personnes âgées, victimes d'abus familiaux. France Info m'a même proposé une chronique hebdomadaire que j'ai poliment déclinée. Mais ces lettres, je les lis toutes, et j'y réponds toutes. Je m'installe à mon petit secrétaire face à la mer et commence à écrire « Chère Geneviève, votre intuition ne vous trompe pas. Voici les coordonnées de la capitaine Moreau à Lyon. Dites-lui que vous m'écrivez de ma part. Le soleil décline doucement sur la Méditerranée, peignant le ciel de rose et d'orange. Dans quelques heures, je dînerai avec Philippe, mon voisin du 3e étage, veuf lui aussi, qui m'a invité à partager une bouillabaisse dans un petit restaurant du Vieux-Nice. Rien de romantique, juste la compagnie agréable d'un homme qui n'a aucune arrière-pensée financière et qui apprécie mes éclairs au chocolat. Demain, 12 femmes franchiront les portes de l'école Marguerite pour apprendre un métier qu'elles n'auraient jamais osé envisager à leur âge. Nous commencerons par les bases. Comment reconnaître une farine de qualité, comment tempérer le chocolat, comment réussir une pâte à choux. Mais nous apprendrons aussi quelque chose de plus précieux. Comment transformer ses blessures en force, ses échecs en opportunités, sa solitude en indépendance. En arrosant une dernière fois mes marguerites avant la nuit, je repense à cette phrase de Jérôme qui avait marqué le début de mon calvaire. Maintenant, c'est trop tard. Il avait raison, mais pas comme il l'imaginait. Il était trop tard pour continuer à être la victime silencieuse. Trop tard pour accepter l'inacceptable. Trop tard pour vivre dans l'ombre de ceux qui prétendaient m'aimer. Mais il n'était pas trop tard pour renaître. Pas trop tard pour s'épanouir. Pas trop tard pour découvrir que les plus belles marguerites fleurissent souvent sur les terrains les plus hostiles. À 73 ans, ma vraie vie ne fait que commencer.